les services publics étaient plus présents justement dans Bien les sûr, il était autres de meilleure zones qualité. rurales Exactement. non agricoles dont vous parliez, qui est quand Exactement. même juste 60% de la population française. On est Donc d'accord. c'est vrai qu'on pourrait retrouver, juste pour vous titiller, on pourrait dire aussi Zuckerberg, 27 ans, demande ce qu'on investisse plus. 31 maintenant. Mais il me semble que c'est aussi une entreprise qui évite de payer des impôts. Donc il y a peut-être aussi un lien qu'on pourrait aussi trouver dans les déficits et autres. Mais Non, mais d'ailleurs, mais enfin, là, je peux vraiment répondre. Et Google est pareil, hein, d'ailleurs. Hein. oui, c'est un exemple parmi. Enfin, Oui, tous, oui. je crois que. Et maintenant, ben, alors, là c'est vrai qu'évidemment, par rapport au nouveau monde, l'État ancien va avoir vraiment des vraies difficultés, des vraies questions à se poser. Comment on fait? Comment on se positionne? Il faut inventer un robot algorithmique pour récupérer les impôts. Ouais, ou enfin se dire que nos impôts d'avant, ils sont peut-être pas totalement adaptés aussi au mode de fonctionnement d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça pose un vrai souci. Alors, les États-Unis, c'est plus compliqué que ça, hein, parce qu'aux États-Unis, quand on dit effectivement ils ne paient pas d'impôts, aux États-Unis, c'est accepté. Enfin, si je vous fais des réponses aussi longues, on est là jusqu'à 6h du soir, hein, mais 6h30, hein, vous avez dit, hein, donc surtout 18h30, vous avez bien noté. Donc, vous voyez, par exemple, toutes ceux qu'on déteste en Europe, mais enfin qui ont un gros rôle dans l'économie américaine, notamment dans cette nouvelle économie, les hedge funds. Tous les hedge funds américains, tous ceux, par exemple, moi je visite assez souvent à New York, ils sont tous en paradis fiscal. Et ça, c'est totalement accepté par l'administration fiscale, qui, pire encore, dans chacun des hedge funds, vous avez au moins 3-4 personnes de l'IRS, de la fiscalité américaine, qui est à demeure. Ils arrivent le matin, ils travaillent dans le hedge fund. Pourquoi? Parce que les Américains, eux, regardent la question du fisc du point de vue de l'entreprise en disant, quand vous ne payez pas à l'État vos bénéfices, tout va bien si vous réinvestissez dans votre activité. C'est pour ça que nous, quand on est en train de négocier sur les paradis fiscaux français vis-à-vis des anglo-saxons, on a un vrai problème. Parce que les Américains disent, nous, ça ne nous dérange pas qu'on ne paie pas l'impôt si c'est l'entreprise qui a investi. En revanche, là où sont les gens de l'IRS, c'est dire le moment où vous avez versé en dividende. Alors que nous, en France, ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que c'est l'inverse, quoi. C'est-à-dire, on va dire, oui, mais une fois que vous avez payé l'impôt, là, vous pouvez payer les dividendes. En revanche, là, aux États-Unis, quand vous commencez à avoir dans l'enrichissement des personnes, c'est-à-dire que ce n'est pas profitable à la communauté, ce n'est pas profitable à l'économie en général, alors là, ils vous tombent dessus. Et là, la fiscalité surveille de façon très, très attentive. Très souvent, pourquoi vous n'avez pas des procès aussi importants de Google ou de Facebook, c'est en disant, mais regardez, tous les salaires et toutes les rémunérations que je verse sont toutes à des Américains, donc fiscalisées par les États-Unis, puisque aux États-Unis, quel que soit l'endroit où l'Américain habite, il va devoir payer des impôts sur ses revenus. Et donc ça, c'est le citoyen américain l'entend très bien, ça, en disant « Ah oui, non, c'est bien, vous gardez l'argent dans la boîte quand vous avez du projet stratégique, payez pas d'impôts, utilisez au maximum vos capacités. En revanche, donnez beaucoup d'argent à des Américains, comme ça, le fisc américain va récupérer par ce biais-là. » Là, alors là, vous voyez, on est dans quelque chose, quand on est en train de discuter sur les paradis fiscaux et sur les problèmes fiscaux au niveau international, où nous, Européens, on est très très vite en porte-à-faux. Alors d'autant qu'en plus, les Américains disent « Chiche, vous voulez vraiment qu'on dise qui c'est qui est dans tous les paradis fiscaux, à Jersey, Guernesey, par exemple ?» On dit « Bon, non, on va peut-être passer à autre chose. » Là, il y a plein d'Européens qui sont d'accord pour une certaine discrétion. Merci. Alors, je pense qu'il doit y avoir énormément de questions, réactions, y compris d'ailleurs parce que ça concerne aussi très directement l'activité des uns et des autres, ou des unes et des autres. Donc, qui commence? Où sont le micro classique, traditionnel? Ce n'est pas un robot qui le tient. Et là, et donc voilà, alors... Merci monsieur, parce qu'on dit toujours c'est la première question qui a... Mais c'est un chauve, donc c'est des garçons qui ont... Voilà. Et des filles, vous avez dit des filles, moi vous avez dit qu'il n'y en avait pas beaucoup, moi j'en vois quand même. Hein, donc, des filles chauves encore moins. Donc, Laurent Lauriard, Société France-Loire, c'est une société HLM qui est dans la région centre, donc vraiment un local de l'étape. Donc merci pour cet exposé qui était brillant, je crois, qui nous a passionnés. Alors, mon propos portera plus sur la partie du milieu, hein, pas sur la première partie macro passionnante, pas sur la partie aussi de la fin un peu plus inquiétante avec l'algorithme gouvernant et la mutation de l'espèce humaine. Alors, sur la partie du milieu, vous avez plus parlé d'urbanisation et des choses qui nous touchent plus particulièrement et qui sont plus concrètes dans notre milieu professionnel. Alors, local de l'étape, la région centre, c'est majoritairement des secteurs dits détendus. Et quand on travaille sur ces secteurs détendus, on a des raisons aujourd'hui d'être morose. On a des raisons d'être morose, des raisons, je n'ai pas dit qu'on l'était. Hein. En tout cas, on a des raisons d'être morose parce qu'on nous explique que la construction doit se faire sur les secteurs aujourd'hui à fort besoin, donc sur d'autres territoires. Et on nous explique, et d'ailleurs, on nous prend aussi une partie de nos financements pour aller sur ces territoires-là. Alors,
on a des raisons d'être morose, et quand je vous écoute, j'ai l'impression qu'on a aussi quelques espoirs à avoir peut-être. Parce que sur ces territoires-là, on cumule donc des baisses des besoins de la population, et puis on cumule aussi des problématiques techniques qui sont particulières. Je pense notamment à l'isolation thermique des bâtiments. C'est beaucoup plus cher d'isoler des pavillons en secteur rural que d'isoler une barre ou une tour en secteur urbain. Donc moi je vois deux raisons d'espoir, mais j'attends peut-être de vous que vous me confirmiez ces espoirs ou vous les infirmiez. C'est premièrement sur les aspects plus techniques, je vois bien moi une imprimante 3D qui me permettra d'isoler demain nos fameux pavillons avec des coques sur mesure bien moins chères que ce que ça coûte aujourd'hui. Donc on voit que les nouvelles techniques peuvent aujourd'hui nous apporter des solutions. Et puis deuxième élément, si j'ai bien compris, l'étalement urbain ou rural est plutôt quelque chose qui a de l'avenir aujourd'hui, contrairement à ce qu'on nous explique, puisqu'il faut que les transports se concentrent sur certains territoires. Donc je me pose une question en tant que dirigeant. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'écoute notre microcosme actuel et les injonctions des pouvoirs publics et je continue à démolir à fort coût sur ces secteurs-là pour aller reconstruire dans des secteurs où il y a déjà beaucoup de logements et une forte densité, ou est-ce que j'attends que les évolutions arrivent et que finalement que je bénéficie de ces évolutions-là à terme? Voilà, c'est la question que je me pose en vous écoutant. Merci. Bon, on est entre nous, donc on peut se dire les choses, nous autres qui travaillons dans l'environnement français, sur la manière dont s'est construite la France, et en particulier dont s'est construite depuis la guerre. Je crois que là, vous voyez, par rapport à tout ce que vous êtes en train d'évoquer, quand on est en train de dire changement d'état d'esprit, changement de logique, changement de stratégie, le vrai problème français, qui d'ailleurs, de ce point de vue, a beaucoup de proximité, et avec le cas allemand, et surtout avec le cas américain. Le vrai problème français, c'est mes jeunes ingénieurs géniaux qui ont imaginé le XXe siècle en France, qui en fait ont fait l'économie française. Donc on a été très fort dans l'aéronautique, on a cru dans l'aéronautique, on a été très fort dans l'automobile. Tout à l'heure, je disais PSA, c'est pas rien PSA. C'est-à-dire qu'en réalité, le développement français, depuis la guerre, avant-guerre, surtout après la guerre, c'est un développement qui est complètement relié à un énorme lobby qui est en fait une espèce d'élément structurant de compréhension de la société française qui est l'automobile. Beaucoup plus que n'importe où ailleurs dans le monde. Quand vous regardez, et évidemment qui va découler après sur la question de l'urbanisation et la manière de changer le logiciel aujourd'hui. Quand vous regardez bien, vous regardez après la guerre, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on décide de mettre le paquet sur le mode de fonctionnement automobile. Et donc ça veut dire que l'automobile est un vecteur de croissance, d'emploi extrêmement fort, que vous avez tout l'équipement automobile qui se met autour de ça, et toute l'urbanisation qui se fait autour de l'automobile. Ça va se décliner comment? Ça va se décliner par le fait que nous sommes effectivement des groupes mondiaux en matière d'automobile. Nous sommes des groupes mondiaux en matière de construction de routes, d'autoroutes. Vous voyez, là, on est dans des aberrations. On est beaucoup, beaucoup trop gros, mais on continue. Nous avons inventé les hypermarchés. L'hypermarché, c'est quoi? C'est de dire, je pense le commerce en fonction de l'automobile. Puisque la clé de l'hypermarché, c'est que vous venez en voiture. Et on voit bien d'ailleurs aujourd'hui que les hypermarchés hésitent. Ils regardent la société française, ils disent on continue ou on ne continue pas. Donc par exemple, ils rachètent d'énormes programmes de rachat de surfaces de vente de proximité et en même temps, ils commencent à empiler les parkings. C'est-à-dire sur des hyper traditionnels en disant on va arrêter exactement l'inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plus du parking horizontal, c'est du parking vertical partout en dehors des villes. Et donc si vous continuez dans les forces que nous avons, pareil, on est les maîtres mondiaux du mobilier urbain. On est les maîtres mondiaux dans toutes les grandes surfaces, dans la construction de grandes surfaces autour des villes. On est les maîtres mondiaux dans l'affichage autour des routes. Tout ça, ce n'est pas le hasard si à chaque fois, on est leaders mondiaux. Et vous allez après vous balader